Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? J'ai trop d'argent. C'est tout un problème, je vous dis. Je sais pas quoi faire avec. Ben oui, c'est un classique, c'en est presque un cliché. Dans Donjon Dragon, 5e édition, il n'y a rien à faire avec l'argent, les richesses, les pièces d'or. Pourtant, le jeu au complet est basé sur la quête de trésors, explorer des ruines, découvrir des choses, être excité de découvrir des pierres précieuses. Mais comme mécaniquement, il n'y a rien à faire avec. Puis très vite, tu te retrouves avec juste un magot qui monte, un butin sans fin. Puis les joueurs finissent par se lasser, puis juste plus être motivés par la quête de trésors. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 5 suggestions de quoi faire avec votre argent. Comment est-ce qu'on peut motiver les joueurs à être excités à nouveau par la découverte de l'or? Premièrement, je vous dirais, il faut vraiment créer un besoin. Je veux dire, tu sais, dans ce monde fantastique-là, je veux dire, il faut se rappeler que c'est un monde médiéval. Probablement, je ne sais pas c'est quoi votre partie, mais généralement, on est dans un univers féodal, médiéval, assez pauvre. Fait qu'il faut créer un besoin chez vos joueurs d'avoir ces richesses-là. Si tous vos personnages commencent avec tout ce qu'ils ont besoin, il n'y aura pas le déséquilibre qui va les pousser à chercher à combler ces choses-là. Si votre paladin commence forcément avec la meilleure armure qu'il peut avoir, s'il y a déjà son cheval, il y a déjà son épée, il n'y a pas de problème devant lui, ben, il n'y aura pas réellement d'incitatif à retourner chercher de l'or dans des donjons. Une des parties, moi, les plus excitantes et les plus efficaces que j'ai créées commençait avec mes joueurs qui devaient 2000 pièces d'or à une bande de voleurs, des criminels organisés qui essayaient de lui péter les jambes s'ils ne lui ramenaient pas du cash dans la semaine à venir. Il faut qu'il y ait ces besoins-là. Il faut aussi qu'on imagine qu'un aventurier va avoir des besoins que le commun des mortels n'aura pas. Si vos personnages, justement, vivent sur la route, n'hésitez pas à leur charger de l'argent quand ils arrivent dans une auberge, charger de l'argent pour loger leurs chevaux, charger de l'argent pour réparer leur épée. Vous pouvez même trouver des mécaniques homebrew où quand vous roulez un 1 naturel sur un dé, il y a un élément de l'équipement du joueur qui se brise. Son arme devient moins efficace, son armure se détache, il troue son fond de culotte, je sais-tu, juste quelque chose qui le pousse à dépenser son cash. Louer des chevaux, les faire voyager, peut-être qu'il y a des taxes à payer sur le chemin, peut-être que pour prendre le pont, ils doivent donner de l'argent. Fait qu'il faut vraiment les faire dépenser. Deuxième point, je vous dirais, allez-y mollo. Je le sais que l'économie de Donjon Dragon fait aucun maudit sens, puis qu'on a le goût de donner des prix qui sont des beaux chiffres ronds avec des pièces d'or. Mais si vous pensez à l'économie médiévale, puis que vous regardez les prix de l'équipement dans le livre de base du joueur, vous allez réaliser que vous ne pouvez pas donner 1000 pièces d'or à vos joueurs dès leur premier niveau 1, parce qu'ils auront déjà tout ce dont ils ont besoin. Je veux dire, n'hésitez pas à utiliser les pièces d'argent, les pièces de cuivre. Je le sais que c'est dur. Puis pour ceux qui ne le savent pas, là, je sais que vous le connaissez, vous autres, mes vieux de la vieille, là, mais 100 pièces de cuivre égale une pièce d'or. 10 pièces d'argent égale une pièce d'or. Puis si vous changez légèrement votre économie dans votre tête pour faire « Hey, la plupart des choses que vous allez gérer au niveau 1 coûtent des pièces d'argent », bien, les pièces d'or, ça va être des vrais trésors. Puis une récompense de 20 pièces d'or, ça va être une bonne, grosse récompense. Fait qu'il ne faut pas se gêner pour y aller mollo. Puis donner l'argent au compte-gouttes à vos joueurs. Parce que c'est sûr que si vous les floodez tout de suite avec un tas de richesses digne d'un roi, bien, dès le niveau 2, ils vont être désensibilisés complètement à la valeur de l'argent. Troisième chose à savoir, c'est qu'il faut que vos joueurs aient des éléments cool à acheter avec leur cash. Il faut qu'ils soient excités de dépenser. Puis oui, tu sais, une fois que tu as acheté ton armure de plaque, ton cheval, tes 100 torches, il n'y a plus grand-chose dans le livre de base que tu peux acheter. C'est un des gros défauts de Donjon Dragon 5e édition. Il nous laisse un peu en plan. Je vous dirais que si vous allez voir dans Xanatar, le livre de tous les possibles, là, qui est un supplément pour la 5e édition, il y a quelques pistes de solutions.
Achetez-le pas juste pour ça, là. Mais sachez qu'il nous propose de vendre des objets magiques aux joueurs. Je sais que Donjon Dragon est frileux à l'idée que les joueurs achètent des objets magiques, mais hey! C'est cool! On a le goût d'acheter des objets magiques, puis quand on arrive dans un marché, on veut acheter des trucs nice. Fait une potion, qui est un objet commun, Xanatar propose de vendre ça 1d6 x 10. Ça voudrait dire que votre potion va valoir entre 10 et 60 pièces d'or. Fait que pour une potion de soin, par exemple, 25 pièces d'or, je trouve ça raisonnable. Même chose pour les objets qui sont non communs. Bien, à ce moment-là, c'est 1d6 x 100 pièces d'or. Pour les objets rares, c'est 1d6 x 1000 pièces d'or. Puis choisissez-les bien. Choisissez les objets magiques que vous avez envie de voir dans votre partie. Ça n'a pas besoin d'être un objet, une épée plus 3 qui va briser complètement les combats de votre partie, mais ça peut être un truc du genre un casque qui empêche le porteur de tomber endormi. C'est des petits items qui donnent un petit avantage, un peu sympathique, une carte qui révèle toujours les 20 pieds autour du porteur, qui dessine qu'est-ce qu'il y a dans les environs, peut-être même les créatures visibles dans l'endroit. Ou des bottes qui permettent, quand tu cognes des pieds, de faire une nappe de brouillard autour de toi. Il y a tellement de petits objets pratiques, mais qui ne briseront pas votre partie, que vos joueurs peuvent acheter. Que ce soit dans un marchand spécialisé, un ancien aventurier, ou même une guilde de collectionneurs qui ont la réputation de collectionner des objets magiques puis avec lesquels les joueurs pourraient faire affaire pour vendre des objets magiques qu'ils trouvent dans les donjons. Je vous dirais aussi, ça peut être des trucs cool comme des zeppelins, des sous-marins. Moi, une de mes parties a été... Mes joueurs ont été tellement motivés de piler du cash parce qu'ils ont eu la possibilité d'acheter un sous-marin magique en copropriété avec un artificier de l'île de Lantan. Puis il était comme, faut trouver 5000 pièces. On va te trouver ça cette semaine-là, mon gars. Et ça a été tellement un bon motivateur pour mes joueurs qu'il faut le faire. Gênez-vous pas. Vous allez voir, je vais le mettre en lien aussi, un document sur notre page Itch. C'est notre boutique en ligne que vous pouvez acheter ce document-là gratuitement. C'est une liste d'une vingtaine de boutiques magiques que vous pouvez mettre devant vos joueurs. Parce que ça n'a pas besoin d'être une boutique dans laquelle tu peux retrouver une vingtaine d'objets. Des fois, juste 2-3 items chouettes, intéressants, curieux à acheter, ça va vraiment, vraiment motiver vos joueurs. Autre chose à savoir, quand vos joueurs vont avoir atteint l'apogée de leur fortune, parce que forcément, dans D&D, ça arrive. Tu vas vendre toutes les affaires que tu as trouvées. À un moment donné, tu vas avoir tellement d'argent que tu ne pourras même plus le compter. Qu'est-ce qui se produit? Je vous inviterai à trouver des opportunités d'histoire dans cette immense richesse-là que vos joueurs ont acquis. Parce que là, non seulement ils ont une réputation, ils sont peut-être rendus niveau 10, 12, tout le monde les connaît, mais en plus, ils sont vraiment riches. Donc, ils peuvent devenir de potentiels investisseurs dans un paquet de niaiseries. Imaginez que dans la base de vos joueurs, soudainement, le maire de la ville se présente. Il a besoin d'argent pour sa prochaine campagne électorale. Imaginez le prêtre d'une église au loin qui vient les voir en faisant « On a besoin d'argent pour la réfection de notre temple qui a été attaqué par des gnolls. » Ce qui est chouette là-dedans, c'est que c'est réellement des opportunités d'aventure, d'histoire. Tu sais, moi je me souviens, mon barde a vraiment mal réagi quand la mine d'or dans laquelle il avait investi a été envahie par un dragon rouge. Tu sais, c'était comme, OK, là, le fait que le dragon attaque une mine, c'est quelque chose, mais qu'il attaque ma mine, c'est autre chose! Et c'est devenu soudainement une quête épique pour essayer de rentabiliser leur investissement qui était complètement immobilisé par un dragon. Fait qu'il faut penser à ces choses-là. Si vos joueurs ont de l'argent, il y a des gens qui vont venir les voir, peut-être même des gens qui vont essayer de les voler, les arnaquer, de les faire investir dans des projets qui sont secrètement des cultes diaboliques dédiés à Asmodée et autre chose du genre. Et finalement, si vous trouvez, comme plusieurs, puis je sais que vous écoutez peut-être cette vidéo-là puis que vous êtes comme « Ah, gosh, il va falloir que je compte chacune des pièces d'or que mes joueurs trouvent, ça va donc bien être pénible. » Tu sais, je veux dire, quand un moment donné, tu réalises que sur la fiche de groupe, là, qui est complètement démoli par une efface. C'est rendu 9378 pièces d'or, 3447 pièces d'argent. Ça devient déprimant. Mais sachez qu'il y a des options pour vous. Si vous voulez simplifier la gestion des richesses de votre groupe,
J'ai vu une super vidéo de Dungeon Coach que je vais mettre dans la description qui propose de suivre davantage le niveau de richesse de votre personnage. Imaginez en fait que c'est comme si votre personnage a un niveau de classe, donc je suis peut-être un niveau 7 guerrier, mais j'ai aussi un niveau de richesse. Je suis peut-être niveau 7 de richesse. Son principe est assez simple. Il a divisé les strates de richesse en 9 niveaux. De 1, j'ai pas une maudite scène, je vis dans la rue, à 9, qui est je suis aussi riche qu'un roi, je peux acheter un royaume en entier. L'idée, c'est que sur cette liste-là, vous avez, selon votre niveau de richesse, ce que vous pouvez acheter, ce qui est accessible pour vos avoirs totaux. Et là, l'idée, c'est que si tu achètes quelque chose qui est sur ta strate de richesse, vous pourrez aller consulter son tableau, vous descendez de 2 strates de richesse. Donc, si tu es au niveau 9, tu es aussi riche qu'un roi, tu achètes un royaume, tu descends de 2 échelons sur la piste de richesse. Parce que, ben, Seigneur, tu es allé au bout, tu as dépensé des affaires, tu as sorti ton REER, tu comprends? Et si tu achètes quelque chose qui est juste sous la liste en dessous de toi, il faut quelque chose d'un peu plus raisonnable, comme une seigneurie, ou tu achètes peut-être un château, ben, tu descends de juste un espace sur la piste de richesse. Et si tu veux acheter quelque chose qui est 2 espaces en dessous, fait que supposons justement que 2 espaces en dessous de riche comme un roi, il y a, je sais pas moi, un objet magique, les services d'un grand magicien, bien ça, tu peux toujours te les payer sans impact sur ton niveau de vie actuel. C'est super simple, c'est abstrait, oui, admettons-le, mais c'est vraiment une solution intéressante pour ceux qui veulent transformer les richesses en quelque chose d'un petit peu plus abstrait. Puis quand tu trouves un trésor, tu fais juste monter d'un échelon sur la piste de richesse. Fait que c'est vraiment, vraiment simple, puis ça dit vraiment clairement qu'est-ce que ton groupe peut se permettre. Puis à la création de personnages, ce n'est pas tous les personnages qui vont commencer au même niveau. Peut-être que si vous avez le historique d'être un noble, peut-être que vous allez déjà commencer à confortable comme niveau de richesse. Fait que vous allez peut-être être celui du groupe qui va acheter des armes pour les autres. Je trouve ça super intéressant. Puis ça vient aussi, mettre en perspective les différents modes de vie. Si vous voulez tout dépenser, puis aller dans des tavernes, louer des chevaux, acheter des grosses maisons, bien, il va y avoir une incidence et vous allez pouvoir suivre ça sur une piste plutôt que de compter à la scène près l'argent du groupe. Fait que ça, c'est des petites solutions pour gérer un peu plus efficacement l'or de votre groupe. Puis moi, je suis curieux, vous avez combien d'or? Je pose ça de même, là. Une question de même. Panique pas, Internet, combien d'or? T'as 10 000? 12 000? Je suis curieux. Laisse-moi ton adresse puis ton NIP dans les commentaires. OK, ben...